Bonjour, bonjour à tous. Vous allez écouter la correction des fiches 4 et 5 du chapitre d'histoire. Alors j'espère que vous avez réussi à comprendre ce qu'il y avait à comprendre sur ces deux fiches. Donc d'abord, la fiche numéro 4 nous montre que le sort des ouvriers, qui on l'a compris, n'est pas du tout enviable et même très 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 difficile, surtout pour les mineurs, mais pour tous les ouvriers en général. Le sort des ouvriers donc va mener beaucoup de monde à l'époque à réfléchir, à chercher des solutions ou simplement à discuter, à donner son avis. Et ça va donner naissance à de nouvelles idéologies, c'est-à-dire des grands courants de pensée, des idées qui vont parcourir tout le 19e siècle, le 20e aussi, et puis même qui vont perdurer au-delà. Alors, cette question ouvrière, elle devient un sujet de débat assez houleux. En effet, il n'y a pas une ou deux façons de voir les choses qui s'opposent, il y en a plusieurs. Alors là, j'en ai retenu trois essentiellement. Document 2 ici, document 3, et puis une partie du document 4, à savoir celui-là, le catholicisme social. Alors tout d'abord, il s'agit du socialisme, d'accord, c'est le texte qui est là, pardon, celui qui est là, voilà, et qui nous explique que le prolétariat, c'est-à-dire les ouvriers, s'oppose à la bourgeoisie. Alors, les bourgeois, on sait qui c'est, d'ailleurs on les retrouve au-dessus, là, les bourgeois, voilà. Juste au-dessus, si vous avez jeté un coup d'œil, vous avez une photo et une peinture pour comparer justement ce qu'on a fait dans Germinal, c'est comparer la vie d'ouvrier, l'intérieur ouvrier à l'époque, début 20e, enfin toute fin du 19e, début 20e, et l'intérieur bourgeois. D'accord. Donc c'est en gros l'équivalent de ce qu'on a fait sur les Maheu d'un côté et les Grégoire de l'autre. Bon. Ça vous montre que c'est pas que dans le nord de la France pour les mineurs, c'est pas que dans Germinal qu'il y a cette opposition entre ceux qui travaillent, les ouvriers, et ceux qui possèdent, les bourgeois. En gros, on voit la même chose que dans le film. Les ouvriers, ils ont un intérieur très très modeste, une seule pièce, ils ont plusieurs enfants, et puis ils ont rien de valeur. Tandis que les bourgeois, ils ont de beaux tissus, ils ont des tableaux au mur, ils ont des dorures et tout ça, et puis ils ont du personnel de maison, puisque là on voit une domestique, et un enfant ou deux maximum. Voilà, alors de là, Karl Marx et Friedrich Engels, je peux vous montrer en photo, ces deux personnages-là, écrivent un livre en 1848, voilà, dans lequel ils expliquent que cette opposition entre bourgeois et ouvriers, elle n'est pas acceptable, elle est injuste, et qu'il faut que ça prenne fin. Et selon eux, le problème principal, c'est la propriété, la possession, le fait que les bourgeois possèdent, tandis que les ouvriers, eux, ne possèdent rien. Donc leur idée, c'est d'abolir purement et simplement la propriété privée. C'est-à-dire que personne ne possède rien, que l'État possède tout et mette à disposition des travailleurs les usines, les champs, les machines, tout ce qui permet de travailler. Ils pensent en effet que la condition des ouvriers n'est pas acceptable. Et comment ils arrivent, selon eux, au résultat que tout le monde soit à égalité et que l'État possède tout? Eh bien, par la révolution. Par une révolution qu'ils appellent une révolution du prolétariat, une révolution prolétarienne. Je répète, pour eux, le prolétariat, c'est les ouvriers, c'est le mot qui apparaît ici dans le texte. Voilà. Ils disent qu'il faut un renversement de la domination bourgeoise et une conquête du pouvoir politique par le prolétariat. En gros, les ouvriers, les prolétaires doivent s'unir, c'était le titre du texte, pour prendre le pouvoir, renverser la domination des bourgeois, leur enlever tout ce qu'ils ont, pour le faire passer à l'État qui, de ce fait, deviendrait seul propriétaire et prendrait en main le contrôle économique du pays. Donc c'est pour ça que dans la dernière case, dans le tableau, je vais vous le projeter, il fallait expliquer qu'ils sont pour l'intervention de l'État dans l'économie. Et ils veulent que les prolétaires prennent le pouvoir et créent une société plus juste. Voilà pour ce qu'on appelle le socialisme, qu'on appellera un petit plus tard aussi le communisme. C'est la mise en place d'une société égalitaire, mais qui doit passer par une révolution.
renverser les bourgeois, ça passera forcément par une révolution violente, selon eux. Voilà, donc Karl Marx, je vous l'avais remis là, il est allemand, et donc son livre s'appelle Le Capital, et puis il théorise la lutte des classes. Le document 3 montrait une autre façon de voir les choses, c'est le libéralisme. Le libéralisme, c'est plutôt le point de vue des patrons. Donc avec Henri Schneider, le patron des usines du Creusot, qui dit que il faut des riches. Il dit tout le contraire en fait. Il dit qu'il faut des riches et des pauvres dans une société. Il faut des riches pour créer des entreprises, investir et faire travailler les pauvres, les ouvriers. Parce que selon lui, s'il n'y a pas de riches, si personne ne possède rien, économiquement, ça ne fonctionne pas. Il n'y aura pas d'esprit d'entreprise, il n'y aura pas de création d'emplois et donc le pays va à la ruine. Il ne parle pas trop de la condition des ouvriers. Et l'intervention de l'État dans l'économie, par contre, il le dit qu'il est contre. Et il explique bien que non, c'est pas possible. Il ne faut pas que l'État se mêle de ça, fasse des lois ou des décrets pour limiter le temps de travail ou ce genre de choses. D'ailleurs, il dit, là, je ne sais pas si vous avez relevé cette phrase, à l'époque, on parle pas mal de réduire le temps de travail et de réduire la journée à 8 heures de travail par jour. Hein. Et lui, il dit... non, un ouvrier bien portant peut très bien faire ses 10 heures par jour, il peut très bien travailler 10 heures par jour. On doit le laisser libre de travailler davantage si cela lui fait plaisir. Donc vous imaginez là, alors de deux choses l'une, soit il est de mauvaise foi, parce que je ne vois pas comment l'ouvrier, vous avez comme moi vu le film et le travail des mineurs dans Germinal, on ne comprend pas bien où est le plaisir. Donc soit il est de très mauvaise foi, et moi je penche pour cette opinion, soit il est complètement idiot, c'est-à-dire qu'il croit que les ouvriers travaillent davantage par plaisir. Non, c'est complètement idiot. S'ils travaillent davantage, c'est soit qu'ils n'ont pas le choix, soit qu'ils en ont besoin, dans la mesure où ils doivent gagner plus d'argent, parce que souvent, s'ils sont, comme les mineurs, payés à la quantité de charbon extraite, plus ils travaillent, plus ils extraient de charbon, donc plus ils gagnent d'argent, ce qui semble logique. Mais lui dit non, il dit l'État, c'est très mauvais l'intervention de l'État, il ne faut surtout pas réglementer parce que ça mettrait des freins et économiquement c'est très très mauvais, il faut laisser les gens et les patrons faire ce qu'ils veulent et les ouvriers travailler si ça leur fait plaisir. Bon. Troisième colonne, c'est le catholicisme social. Alors, catholicisme social, lui, en fait, il dit pas, il est à la fois contre le communisme, socialisme de Karl Marx et contre le libéralisme de Schneider. Parce qu'en fait, il reconnaît que les inégalités entre bourgeois et ouvriers sont un scandale. Il reconnaît que c'est pas normal, qu'il faut améliorer la condition des ouvriers. Il parle même d'esclavage pour la situation des ouvriers. Donc il a conscience que ça va pas, qu'il faut faire quelque chose. Il parle de misère, etc. Mais il ne dit pas non plus qu'il faut qu'il n'y ait plus de bourgeois et plus d'ouvriers. Il dit qu'il faut qu'il y ait des riches et des pauvres, mais il faut que ce soit raisonné. C'est-à-dire qu'il faut que chacun y trouve son compte et que l'État, du coup, c'est dans la dernière ligne que vous allez voir la différence, il est pour, lui, l'intervention de l'État qui doit fixer des salaires décents pour les gens, éventuellement une durée de travail, sans non plus mettre fin aux inégalités entre bourgeois et ouvriers. Voilà, donc ça donnait comme conclusion ce texte-là qui explique qu'en fait les idéologies, les visions, les réponses à la question sociale, c'est comme ça qu'on appelle ça à l'époque, la question sociale, c'est-à-dire la question des ouvriers, qu'est-ce qu'on fait, parce que il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux, ça se voit de plus en plus, et donc il faut trouver des solutions. Et ces réponses, enfin ces réflexions, qui cherchent donc à interpréter la société, ces transformations, sont nombreuses, variées et très différentes les unes des autres. Et donc, on retrouve avec les mots-clés les trois visions que j'ai montrées. Alors, la deuxième fiche, si on avance, elle montre qu'en 1848, en France et dans d'autres pays d'Europe, a lieu une révolution, une autre. Il y en avait une en 1789, on s'en souvient bien, on l'a étudié ensemble. Et bien là, 60 ans après, en gros, une autre révolution contre le roi. Alors le roi, c'est lui, vous le voyez ici, voilà, le voilà, le roi dont il est question et qui règne sur la France, il s'appelle Louis-Philippe. Et Louis-Philippe, alors il n'est pas un roi absolu, puisque depuis la Révolution française, il n'y a plus de roi absolu, il gouverne pas seul, il ne gouverne pas de manière arbitraire. Ceci dit, sa vie... l'image qu'il renvoie fait de lui un roi bourgeois. Il vit paisiblement aux Tuileries,
de manière luxueuse. Et donc, il n'est pas très apprécié, surtout que son gouvernement refuse toute réforme. Et notamment, on discute à l'époque, à ce moment-là, d'abaisser le cens électoral, c'est-à-dire de permettre à plus de monde de voter. C'est une des revendications de l'opposition et d'un certain nombre de groupes dans la population. On veut aussi un peu plus de liberté d'expression. Et Louis-Philippe, il ne fait que limiter la liberté d'expression. Notamment, il interdit les réunions politiques. Alors, il y a des opposants qui contournent l'interdiction en organisant des banquets. On avait déjà parlé de ça, je crois, au tout début de l'année. Ils font semblant de manger ensemble, d'organiser un banquet, un repas, quoi. Et puis finalement, c'est qu'un prétexte, puisqu'au bout du compte, oui, ils mangent, mais surtout, ils parlent politique. Et ça, c'est strictement interdit. Alors, à partir de là, les tensions vont s'aggraver et le 24 février 1848, au matin, l'hôtel de ville de Paris, la mairie de Paris, est occupée et la résidence du roi, les Tuileries, est menacée. Louis-Philippe doit fuir, donc il abdique, c'est-à-dire qu'il renonce à son trône et il fuit en Angleterre. Alors du coup, dans le livre, vous aviez cette image-là qui montrait février 1848 à l'hôtel de ville. Alors il fallait dire que ça donnait naissance à un nouveau régime politique puisque le roi abdique et s'enfuit. La deuxième république. La deuxième parce qu'il y en a eu une première, on le sait, qui avait débuté en 1792. Elle avait été proclamée suite à l'arrestation du roi à la prise des Tuileries. Vous pouvez chercher dans votre cahier si vous vous rappelez plus très bien, on avait évoqué ça. Bon, cette première république, elle n'avait pas duré très longtemps. Vous le voyez sur la frise que j'ai mise dans la fiche de correction. Et là, cette deuxième république, elle apporte beaucoup d'espoir. Et d'ailleurs, 1848, ce moment-là, c'est un moment où on va prendre beaucoup de décisions pour les droits des personnes, droits sociaux, droits de l'homme en général. On vous demandait d'ailleurs de dire quelles nouveautés sont décidées, qu'est-ce qui est mis en place. Donc il y a d'abord la liberté de la presse, c'était dans ce texte-là, hein. Liberté de la presse, liberté de réunion, le droit au travail, puisqu'on promet aux chômeurs de leur donner du travail en créant des ateliers nationaux, c'est-à-dire que l'État, en gros, se porte garant, met en chantier des grands travaux pour donner du travail aux chômeurs. Ce qui fonctionne plutôt bien dans un premier temps. Et puis 1848, alors là, je fais appel à vos souvenirs, vos connaissances historiques, que je sais nombreuses. C'est aussi l'année de l'abolition de l'esclavage. Hein. L'abolition de l'esclavage, on l'avait vu en classe, c'est pour la Réunion, ce tableau-là, voilà, le 20 décembre 1848, Sarda Garriga, qui vient de France, annonçait l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies. Donc c'est une année de renouveau et de changement, mais dans le bon sens pour les populations. Alors, à savoir aussi, très important, que la révolution de 1848, je répète, elle ne concerne pas que la France. Parce que si on regarde cette carte-là, on se rend compte que dans d'autres pays d'Europe, il y a aussi des soulèvements populaires, des révoltes. Donc là où il y a les points, voilà, et là où il y a les étoiles rouges, voilà. Il y a des flèches aussi qui montrent que ça se propage d'un endroit à un autre. Toujours est-il que ce que vous retenez, c'est que c'est un mouvement européen qu'on a appelé le printemps des peuples, parce que, en fait, ce sont les peuples qui se révoltent pour obtenir des droits, mais ils se révoltent aussi et demandent aussi, il y a des revendications politiques, c'est-à-dire la volonté de vivre ensemble, ce qu'on appelle les mouvements nationaux. Alors, c'était le texte suivant, il fallait relever dans le texte quels étaient les mots employés pour parler de l'Allemagne. Alors, il y avait plusieurs mots, il y avait nation, il y avait peuple, il y avait patrie, tout ce qui fait référence à l'unité d'un peuple. En fait, ce qu'ils espèrent, donc la question 5, ce qu'ils espèrent, c'est être réunis en une seule patrie autour de leurs valeurs et de former un seul pays, un peuple, un pays. En fait, que tous les Allemands vivent unis en un seul pays qui s'appellerait l'Allemagne. Et donc, on retrouve cette idée d'unité de la nation à travers le drapeau. Alors là, ça représente des combats à Berlin en mars 1848 et on voit le drapeau, qui est le drapeau allemand, qui est toujours le drapeau allemand aujourd'hui. Et ça rappelle, ça fait écho à cette peinture de la révolte de 1848 en France, devant l'hôtel de ville le 25 février 1848, où est arboré le drapeau bleu-blanc-rouge, qui là aussi apparaît comme un symbole de l'unité des Français. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le printemps des peuples.
Voilà, la même idée partout, d'union autour d'un drapeau. Voilà. Cette révolution européenne est donc à la fois un mouvement social pour améliorer les conditions de travail, les conditions de vie, les conditions en termes de droits de l'homme, mais aussi un mouvement national, c'est-à-dire la mobilisation d'une nation pour se défendre contre une oppression, une domination extérieure et pour s'auto-gérer librement. Voilà. Alors, n'hésitez pas à revoir, j'ai mis le vocabulaire qui est là. Utilisez le vocabulaire tout le temps, il y a tous les mots importants. Mouvement national, mouvement social, printemps des peuples. Et j'ai mis en dernier à écrire dans le cahier. Voilà. Je sais qu'il y en a qui peuvent imprimer, mais c'est toujours mieux de recopier parce qu'au moins on lit une fois et puis on retient mieux. Ce texte qui explique que les changements finalement industriels, l'essor industriel, la question ouvrière mène à tout un tas de réflexions, mais mène aussi à tout un tas de revendications. 1848, le printemps des peuples, est survenu aussi parce qu'il y avait eu l'essor industriel et parce qu'il y a eu cet essor urbain et ces mutations dans les sociétés, avec l'essor notamment du groupe des ouvriers. Recopiez bien proprement dans votre cahier et n'hésitez pas à réécouter, à relire si vous n'avez pas tout compris ou à poser des questions par pronote. À bientôt.